Eh bien, bonjour à toi. Écoute, on va passer un petit moment avec toi, Sébastien. Alors, je sais pas si ce nom, donc Sébastien Chopin, c'est la personne que je reçois aujourd'hui, vous dit quelque chose. Alors, si vous êtes dans l'écosystème du développement front-end, si vous connaissez Vue.js, vous connaissez peut-être aussi Nuxt.js, et vous devriez, si c'est pas le cas. Sébastien Chopin, c'est l'un des co-créateurs de ce framework. Alors, moi, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui, notamment, on va se poser la question de comment est-ce qu'on en vient à gérer un projet open source. Est-ce que open source, ça veut dire gratuit? Et si ça veut pas dire ça, comment est-ce qu'on crée une boîte? Parce que évidemment, tu as créé une boîte et c'est pour ça que je vais un peu aller plus en profondeur là-dessus. Évidemment, moi j'ai envie de te poser des questions aussi sur le boulot de CTO, parce que j'ai eu ce rôle-là dans une autre boîte, mais je sais que ça doit être très très différent lorsqu'on gère un projet open source. Bref, on va parler open source, entrepreneuriat, et puis finalement on est tous les deux à avoir, créé une boîte et être aujourd'hui près de la mer. Qu'est-ce que c'est de créer une boîte à Bordeaux? Est-ce que ça te paraît pas mal comme programme? Ça me paraît excellent comme programme. Je vais essayer d'y répondre et faire au mieux. Eh bien écoute, première question, forcément, c'est, je vais te laisser te présenter un peu sous le prisme de cette boîte, enfin de ce projet open source d'abord. Comment est-ce que tu en es venu à créer ce projet, Nuxt? Voilà, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment est-ce que c'est devenu un projet qui est aujourd'hui extrêmement connu? Alors, j'ai commencé le développement en faisant du PHP, je pense comme beaucoup de personnes, via le site du Zero, qui est maintenant Open Classroom. Et à ce moment-là, quand j'ai créé Nuxt, donc là, on part des années, 10 ans après, j'étais en train de faire du Node.js, donc du JavaScript côté serveur, et j'avais un site e-commerce à l'époque que j'avais décidé de refaire avec Vue.js. Il faut savoir que avant même que je fasse du Vue.js, je faisais du Backbone.js avec jQuery, et je voulais donner cette expérience de navigation côté cliente type SPA à mon site internet, mais je voulais ne pas perdre les bénéfices du référencement avec du rendu côté serveur. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas le Virtual DOM qui a été implémenté dans Vue 2 et dans React, donc on devait faire, je faisais tourner un headless browser qui s'appelait à l'époque Casper.js ou Phantom.js, et je faisais du pré-rendering, ce qui a après été assez connu par la suite avec prerender.io et d'autres services. Et donc j'avais déjà cette expérience. Et je m'étais mis après Backbone.js à faire du Vue.js. J'avais essayé React, et finalement je suis tombé amoureux de Vue.js en lisant toute la documentation en une nuit. Tout ça me semblait logique et simple, presque trop simple. Et donc j'avais décidé de refaire mon site e-commerce. Et là, Vue 2 est arrivé. C'était possible de faire du rendu côté serveur sans hacker en utilisant un headless browser. Et à ce moment-là, donc j'ai refait tout ce site basé sur un template qui était Vue Hacker News, Vue 2 Hacker News, qui était la démo d'Evanue avec Vue et le rendu côté serveur. J'avais fini mon site, ça fonctionnait bien. Je suivais Guillermo Guillermo Rauch, le créateur de Socket.io, depuis que je faisais du Node.js, donc à partir de 2011-2012. Et j'ai vu la sortie de Next.js, et ça a fait clic dans ma tête en ayant fait beaucoup de PHP. J'avais aimé cette approche de PageJS. J'avais même créé un autre framework qui est perdu là dans GitHub qui s'appelle PJS pour PHP et JavaScript. Donc j'avais créé un mini framework qu'on pouvait déployer sur un serveur et utiliser un FTP comme en PHP à l'époque, mais avec des fichiers .pjs, qui est un peu comme Astro aujourd'hui. Les .astro et .pjs se ressemblent un peu. Et donc j'ai lu cet article sur Next.js qui ressemblait à un PHP, mais derrière on pouvait utiliser React côté front et avoir cette navigation côté client. Je me suis dit parfait, je vais refaire la même chose avec Vue. J'ai déjà mon site e-commerce qui tourne, j'ai juste à le refactoriser et en faire un framework. Et c'est comme ça que Nuxt est né je crois que c'était une semaine après l'annonce de Next.js. Tu l'as mis tout de suite en public? Je l'ai mis de suite en open source, ouais. Je faisais de l'open source déjà, pareil, depuis 2012-2013. J'avais créé des petites librairies j'avais fait Node FTPS par exemple, Schema Inspector pour des petites librairies pour gérer les JSON schémas. Et donc j'utilisais beaucoup d'open source avec le JavaScript et NPM, donc ça me semblait logique de faire de l'open source à mon tour. Et en effet, je l'ai mis open source, et je crois que c'est Kazupon, qui est le créateur de Vue 18N qui est au Japon, qui a repéré Nuxt et qui l'a tweeté. Et peu de temps après, je suis allé faire un meet-up chez The Family. Donc Eduardo, le mainteneur de VueRouter, a fait un meet-up à Paris juste avant la Dodge.js. Il avait invité Evanue, donc un Vue.js meet-up, et il m'a proposé de faire un talk. Et du coup, j'ai pu présenter Nuxt.js au bout de, je
crois que c'était 2 ou 3 semaines, devant Evan You qui était au premier rang. Et par la suite... C'est une sacrée, ouais, sacrée opportunité tout de suite. Ouais. Et par la suite, j'avais été aussi accepté à la .js pour un Lightning Talk. Donc j'ai rencontré, en plus d'Evan You, Guillermo qui avait présenté Next.js. Et donc c'était parti, quoi. Evan You qui a compris le framework, qui a de suite adhéré, qui a aidé à l'évangéliser. Et c'est parti sur GitHub, premier issue. J'étais très très heureux d'avoir ma première issue. Ça veut dire que quelqu'un l'utilisait. Et au bout de la millième, j'étais un peu moins content, j'avoue. Justement, comment... parce que il y a plein de gens comme... Moi, c'est le cas. J'ai un petit projet, tu vois, qui est open source sur GitHub, mais c'est d'une autre échelle, quoi. C'est-à-dire, à quel moment... comment est-ce que ça monte un peu en puissance? Tu dis, bon, au bout de 1000, ça devient difficile, mais... c'est quoi un peu toutes les étapes finalement d'un projet open source quand il commence à être connu? Honnêtement, ça s'est fait progressivement. On n'a pas eu cette impression de ça a fait un énorme buzz. J'ai été sous l'eau. À l'époque, j'ai eu mon frère qui m'a aidé à faire le site internet pour m'aider à faire la documentation. En fait, l'aide était proportionnelle au nombre de personnes, on va dire, qui l'utilisaient ou qui créaient des issues. Donc je trouvais ça quand même assez agréable. Arriver jusqu'à un certain stade, en fait, parce qu'il y a cette motivation. Donc je travaillais quand même pas mal d'heures par jour pour maintenir le framework, écrire la documentation, répondre aux issues et aussi innover. Mais c'est vrai qu'on arrive vite à un stade, je pense au bout d'un an, 2 ans, à une sorte de burn-out où vraiment ça devient... En fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais, plus c'est populaire, plus il y a de demandes. Et donc l'excitation du début, quand elle commence à diminuer, ça devient difficile à maintenir. Et comment tu vis, je parle financièrement, justement sur cette période-là, parce que j'imagine qu'au début, ce projet, ça reste un projet open source qui est en devenir, mais qui ne rapporte peut-être pas grand-chose à ce moment-là, même voire rien. Comment tu fais pour concilier une vie professionnelle à côté, gagner de l'argent et en même temps gérer ce truc-là en mode, j'imagine, soirée week-end? Alors au début, quand j'ai créé Nuxt, je travaillais pour ma boîte e-commerce. Donc j'étais associé, le site tournait, donc j'avais une sorte de passive income, de revenus qui rentrait, donc qui me donnait assez de temps. J'ai déménagé ensuite, peu de temps après, la .js à Paris, et j'ai trouvé une agence web qui m'a embauché. Donc l'avantage d'une agence web à Paris dans laquelle j'étais, c'est que je pouvais chiffrer des tâches sur 3 jours, et je prenais 2 jours, on va dire, pour faire de l'open source. Un jour, ils ont, on va dire, sponsorisé l'open source indirectement, donc du coup je les remercie. Ça a été assez cool sur ce niveau-là. Ensuite, j'ai pu profiter d'avoir un peu de chômage parce que ça commençait à être trop difficile. Je partais souvent en conférence et j'ai pu du coup négocier pour avoir le chômage, ce qui m'a permis de travailler à temps plein dans l'open source. Et donc en attendant, j'avais monté la boîte qui s'appelle Nuxt Labs avec mon frère pour essayer d'être rentable pour l'open source, pour travailler sur le framework à temps plein. Et donc il n'y a pas grand moyen. Quand on avait un framework, c'était du consulting principalement, des formations et un peu de sponsoring, même si c'est assez aléatoire le sponsoring. Comme Nuxt avait pas mal de visibilité et c'était un framework front-end, on pouvait avoir des sponsors type hosting provider qui pouvaient mettre 2000 par mois, mais ça n'a jamais été une énorme source de revenus. Donc au final, du consulting, des formations qui du coup nous ont enlevé du temps pour travailler sur l'open source. Et voilà, une sorte un peu de taf de freelance à côté. Mais il y a quand même une sacrée motivation parce que ce que tu décris, et tu crées le projet, tu as quand même suffisamment confiance pour vraiment y mettre beaucoup de temps dedans. Et puis à un moment, tu commences même à créer une boîte, Nuxt Lab dont tu parles. Ouais. Donc il y a quand même, tu forces un peu le truc, et ce qui est normal, c'est comme ça qu'il faut faire. Hein. Si on force pas les choses, forcément ça n'arrive pas. Et est-ce que tu avais des exemples un peu d'autres projets open source ou de boîtes comme ça que tu avais vu se créer de cette façon-là? Qu'est-ce qui t'avait quand même convaincu que c'était faisable? Alors dans l'univers Vue, en tout cas, il y avait Evan You avec Vue.js qui lui vivait très bien des sponsors, qui d'ailleurs était un des seuls au final, parce que j'ai compris par la suite, il n'y en a pas beaucoup qui vivent comme ça du sponsoring. Et après, c'était plus des boîtes américaines qui, par contre, levaient des fonds. À l'époque, on était juste avec Next et Gatsby, côté front-end. Donc Gatsby qui avait levé des fonds et
Zeit, qui était la boîte derrière Next, qui est maintenant Vercel, qui pareil avait levé des fonds. Donc il y avait, nous on était parti sur l'approche de on va essayer d'être rentable, de pouvoir se payer et travailler sur le framework, mais faire du consulting, faire des formations. En plus il y avait les conférences tous les mois à participer. Ça devenait épuisant de garder cette motivation. Ouais. Alors, je prends mes notes parce que tu parles de levée de fonds. Justement, ce que j'ai vu, c'est que vous avez levé de l'argent en 2019. Fin 2019. Et la question qu'on peut se poser, c'est quoi la différence entre une levée de fonds pour un projet open source, enfin, projet open source, en tout cas pour une boîte qui développe un projet open source, et une levée de fonds pour une PME classique. Parce que, en fait, tout le monde se représente, je pense, les levées de fonds qu'on voit beaucoup, tu vois, dans la presse, dans French Web, etc., etc. Mais pas beaucoup de gens comprennent qu'il y a aussi des levées de fonds il y a tout l'écosystème de l'open source. Je pourrais en citer d'autres, je sais pas, Docker, Trafic, etc. Strapi, comment ces boîtes-là, elles arrivent à convaincre en fait les investisseurs? Il faut savoir que à ce moment-là, nous fin 2019-2020, les investisseurs, il y en a beaucoup qui suivent une trend, une hype. C'était la hype clairement de l'open source, puisque l'avantage d'un projet open source, c'est que tu as une communauté. Enfin, si tu montres que tu as une communauté, si tu as tant de GitHub stars, il te suffit juste de monétiser cette communauté. Et c'est sous-entendu, tu as déjà tant d'utilisateurs que tu peux convertir et du coup être rentable ou devenir une licorne, peu importe les noms qu'ils utilisent. Mais c'est, on va dire, rassurant pour un investisseur de se dire, ben voilà, il y a ce projet open source qui a 10 000 personnes dans la communauté qui sont fidèles, qui en parlent. Il va vendre tel produit, donc il peut faire de l'argent versus une PME qui on ne sait pas si elle a trouvé son marché, combien de personnes va s'intéresser à leurs produits, va acheter. Donc il y avait quand même pas mal de confiance vis-à-vis des projets open source, comme quoi ils pouvaient convertir l'argent investi en plus d'argent. Mais l'exercice même d'aller voir des personnes pour lever de l'argent, toi, j'imagine que tu n'avais pas forcément d'expérience là-dedans. Non, du tout. Ça s'est fait par hasard. En fait, on n'avait pas ça en tête. C'était Alexandre qui, du coup, lui était en conférence en Autriche. Et il y avait Dominique, le CEO de Storyblock, qui était un sponsor depuis quasiment le début de Nuxt, qui lui avait levé des fonds. Donc c'est un CMS, Storyblock. Et il avait demandé à Alex, pourquoi vous levez pas des fonds? Moi j'ai mes investisseurs qui font que me dire est-ce qu'ils sont intéressés. Et c'est à ce moment-là où on s'est posé la question de et si en fait on peut lever des fonds, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et parce que moi j'avais beaucoup de contributeurs en fait sur Nuxt qui vraiment étaient formidables. Je me disais si je pouvais les avoir avec moi au quotidien, on pourrait aller beaucoup plus loin, on pourrait faire beaucoup plus de choses. Donc il y a eu cet attrait de et si on avait tant de budget, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble? Et donc là, forcément, ça nous a donné envie de lever des fonds. Je vais revenir après sur le fait de gérer une boîte justement comme Nuxt, enfin Nuxlab, pardon. Avant, j'ai une petite question un peu plus personnelle. J'ai voulu faire des recherches, évidemment, avant qu'on puisse se voir et puis que je puisse te poser plein de questions. Je suis parti sur LinkedIn, par exemple. Et si je regarde LinkedIn, tu sors de l'école en 2011. Il n'y a rien qui est décrit. Oui. Absolument rien. Jusqu'à Nuxt en quelle année, non 2017, pardon. Ouais, fin 2016, 2017 pour Nuxt. Et de façon générale, j'ai pas trouvé beaucoup de traces sur Internet. Il y a ton site, Atinux. Ouais, atinux.com, du coup. Ouais. Si t'avais... Donc j'en déduis que tu es assez discret, assez réservé. Alors déjà, peut-être que tu vas me dire, pas du tout. Non, en fait. Ça soit pas de temps, mais... Je vais te raconter du coup ce que j'ai fait entre 2010 et 2016. J'en ai déjà parlé un petit bout. Et je vais te poser une question qui fera, comme ça tu sais où je veux en venir, c'est est-ce que c'est compatible? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Oui, mais en fait, monter une boîte, machin, il faut être pas mal extraverti, il faut avoir confiance en soi, il faut machin, etc. Et donc, est-ce que ce caractère qui, en apparence, en tout cas, a l'air réservé quand je te parle et quand je fais des recherches sur toi, est-ce que c'est compatible avec le fait d'être CEO, de créer une boîte, tu vois, d'aller voir des investisseurs? Alors, voilà. Je pense qu'il y a une partie de confiance en soi, c'est sûr. Je pense pas que la partie réservée, extravertie, je pense que ça dépend de le contexte. Là, je sais que ça fait un moment que je suis juste en mode build, moins social, donc ça y joue aussi sur ma personnalité aujourd'hui.
Depuis tout petit, je voulais créer mon entreprise. Donc, je pourrais pas dire ça m'est venu comme ça du jour au lendemain. J'ai commencé à être auto-entrepreneur à l'âge de 16 ans. Je faisais des sites internet de jeux à l'époque en PHP, ce qui m'a permis de financer une partie de mes études, parce que je viens d'une famille très modeste. Et du coup, j'ai fait 1 an d'Epitech, qui est une école privée, là où il fallait un crédit, du coup, de 10 000 euros par année. Donc j'ai fait la première année, j'ai eu un crédit, et j'étais parti pour faire la deuxième année, sauf que la banque a dit non, finalement on vous refuse le crédit, donc vous ne pourrez pas faire la deuxième année et vous avez 10 000 euros à rembourser. J'avais quand même moi mon auto-entreprise, mais il fallait quand même les maintenir, ces jeux en PHP, et ça me permettait juste de vivre au quotidien. On parlait de 1 000 à 2 000 euros par mois. Puis pas d'expérience forcément professionnelle, pas forcément d'idée d'entreprise à créer. Heureusement, à la fin d'année d'Epitech, première année, il y a un stage de 6 mois à faire. Et c'était à Toulouse. J'ai rejoint une entreprise, du coup en tant que stagiaire, qui faisait du e-commerce, qui s'appelait à l'époque Maléa Massage, et qui vendait des tables de massage sur Internet. Et c'était 2 frères qui l'avaient fondé. Et moi, j'avais rejoint donc l'un des 2 frères qui voulait faire tout un Amazon, en fait un Shopify, avant Shopify. Et donc il était très visionnaire, et il avait décidé de partir sur la techno Node.js, qui à l'époque en 2011 n'était pas du tout connu en France. Il y avait un autre stagiaire qui avait fait son stage à San Francisco, qui avait dit là-bas ça utilise Node.js. Moi j'avais fait du JavaScript, beaucoup de JavaScript, puisque dans les jeux PHP il fallait quand même faire du front, donc beaucoup d'Ajax à l'époque, et je me sentais à l'aise. Donc Node.js a directement cliqué dans ma tête. Donc j'ai fait du Node, du MongoDB qui a été en vogue aussi à cette phase-là, Elasticsearch, Backbone.js, et j'avais un blog qui s'appelait atinux.fr, et je faisais partie des premiers Français qui évangélisaient Node.js. Je sais qu'il y avait Philippe Charrière aussi, et Nicolas Naolir. On était 3 Français à parler de Node.js. Donc tu pourras retrouver sur WebArchive atinux.fr et voir mes articles de blog. C'était en français, j'ai arrêté maintenant, je suis passé sur atinux.com, donc comme j'écris principalement en anglais. Et j'ai fait beaucoup de JavaScript. J'étais auto-entrepreneur, à par la suite embauché avec eux. Et ça a duré 5 ans à travailler en gros sur ce Shopify qui finalement n'a jamais été lancé. Mais j'ai fait toute une API, REST API en Node.js avec Mongo, Elasticsearch, tout un front très très complexe, un admin. Donc en fait on gérait nous juste notre site, nos sites de massage, mais on pouvait en faire plein d'autres. Mais ça nous a servi c'était un super admin, franchement, qu'on avait. Une API, donc un headless CMS, un headless e-commerce, pardon. Qui, pareil, ces mots, ça n'existait pas encore, en fait, à l'époque. Donc, on avait cette API REST pour gérer notre site e-commerce. Le front découplé en Backbone, puis par la suite en Vue. Beaucoup de techniques ces années-là. Donc, j'ai pu monter en compétences, faire mes 10 000 heures de programmation. Ce qui m'a permis, derrière, de pouvoir créer Nuxt. Mais un peu d'entrepreneuriat, et j'ai beaucoup voyagé avec eux par la suite. On est parti à Barcelone, on avait un peu cette vie digitale où ça tournait, donc on profitait de la vie, et je codais. Ok. Bon, donc ça se met pas forcément sur LinkedIn, ça se raconte. Comment, ouais, alors, je me suis noté ça, parce qu'en fait 2017, donc le framework, on est en 2024, c'est vieux et c'est pas vieux. C'est vieux pour un framework JavaScript, si je troll un peu. Ouais, c'est très vieux pour un framework JavaScript. Mais c'est pas si vieux que ça, hein, si on parle d'une boîte. Donc tu as créé un framework qui est quand même très utilisé, tu as réussi à lever des fonds, tu as recruté. Comment est-ce que tu as appris à faire tout ça? Est-ce que tu as galéré aussi? Non, c'était très facile. Est-ce que tu galères encore aujourd'hui? Et sur quoi en particulier? Je pense que le plus dur quand on lève des fonds, dans mon cas en tout cas, c'était de pas savoir exactement. Alors, savoir exactement qu'est-ce que je voulais faire pour la partie open source, oui. Ça, je savais qu'on allait creuser toutes les pistes qu'on n'avait pas pu creuser. Le edge rendering, le serverless, toutes les pièces qu'on avait dans Nuxt, les détacher et les rendre agnostiques, la vision 1JS, la vision edge rendering, tout ça, on a réussi à le faire, d'avoir un des serveurs les plus performants du marché. On a réussi. Par contre, la vision business, honnêtement, à l'époque, je ne savais pas. Je ne savais pas exactement qu'est-ce qu'on allait faire, mais ils étaient tellement enthousiastes pour nous financer. Je me suis dit, on va la trouver. On va la trouver en travaillant dessus. Mais mon premier objectif, c'était de sortir Nuxt 3, d'abord. C'était avoir cette fondation, puisqu'on savait qu'on était sur
sur quelque chose qu'il fallait qu'on reconstruise de fond en comble. C'était un pari aussi très risqué, et ça nous a mis du temps d'arriver quand même à faire passer les gens de Nux 2 à Nux 3. Je pense que tu en as subi aussi les frais. Alors, plus ou moins dans le sens où on n'a pas fait une migration de Nux 2 Nux 3, on avait une seule application en Nux 2, on a plutôt fait une migration de tout un tas d'autres technologies vers Nux 3. Donc, on avait du Vue 2, on avait un peu de Vue 3, on avait des JSP, il y avait 6 ou 7 technos et on est passé sur Nux 3. Mais il y avait surtout ce gap Vue 2, Vue 3 aussi qui n'a pas aidé. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, on l'a fait un petit peu avant parce que sinon c'était vraiment trop compliqué de faire les deux en même temps. Et donc on s'est dit qu'on allait trouver sur le moment, enfin au fil des mois, des années, là où ça a été plus dur, c'est comme j'avais pas d'expérience de start-up en soi, qui devait scale comme ça, j'ai eu des conseils de la part des investisseurs qui disaient en fait tu reçois tant d'argent, tu as 2 ans pour les dépenser. Donc c'est pas quelque chose de commun, hein, de te donner de l'argent et tu dois les dépenser rapidement, et surtout tu dois recruter, parce qu'apparemment le symbole de ça marche bien, c'est qu'il faut recruter. Et recruter, c'est quand même quelque chose qui s'apprend. Enfin, qui s'apprend. Je ne sais pas comment l'apprendre, mais ça s'apprend sur le dur aussi. Et c'est ce que j'ai appris. En fait, c'est recruter pour recruter, c'est pas la solution. C'est pas une bonne chose. Et en plus, quand tu es dans un pays comme la France, te détacher des personnes qui, par la suite, te disent c'était pas un bon fit, est plus difficile, je pense, qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Donc, l'aspect humain est le plus difficile, je pense, dans une entreprise. Pour ma part, je pense, c'est la partie la plus difficile. L'innovation, le code, c'est la partie la plus facile. Ouais. Non, mais je te rejoins. Après, il y a quand même l'aspect business, entre guillemets, parce que tu l'as dit, hein, ça aussi, c'est quand même compliqué de trouver un modèle. Ouais. Mais oui, après, l'aspect humain, c'est... C'était, on va dire, le plus dur direct. Après, l'aspect business était clairement en deuxième position. Ça a mis beaucoup de temps aussi à trouver... dans l'open source, c'est difficile de passer de gratuit à payant, là où les investisseurs semblaient que ça allait être très facile. En plus, nous, on est dans la partie vue, qui est un peu la partie, c'est horrible à dire, mais bisounours. React, il y a beaucoup de produits qui tournent autour. PHP, il y a quand même beaucoup de produits qui tournent. Ça semble logique, en fait, d'avoir un produit payant. Mais dans la partie vue, c'était très... Evan, il est sponsorisé, donc soit tu es sponsorisé, mais tu vas pas faire un produit payant par-dessus. C'était presque mal vu. Du moins, c'est ce qu'on avait comme impression, c'est ce qu'on avait... en tout cas comme impression de la part des autres contributeurs ou des maintainers de l'écosystème Vue. Donc on aurait été les premiers, donc il y avait un peu ce côté, est-ce qu'on va faire un mauvais choix? C'est ce qu'il y avait eu de la part de Gatsby par exemple. Gatsby qui était un framework front, qui à un moment est passé payant, et il y a eu une mauvaise stratégie de communication, et il y a eu beaucoup de recul vis-à-vis de ça, beaucoup de critiques, donc on avait cette peur de lancer quelque chose, et puis aussi on savait pas exactement quoi lancer, puisque on était en train de construire Nux 3, donc on n'avait pas envie de sortir un produit pour les utilisateurs de Nux 2 sans pour autant l'offrir à Nux 3. Ça a été 2 ans de recherche et développement, de début 2020 début 2022. Ouais. Vu de loin, on n'en a pas parlé avant, donc c'est mon analyse du truc, mais j'aime bien la direction dans laquelle vous êtes allé, justement. C'est pas évident, comme tu dis, de rendre un framework payant, d'autant plus un framework que comment dire, l'usage d'un Nuxt, tout à coup tu me dis c'est payant, c'est vrai que c'est un peu particulier. Et surtout qu'il y a plein de solutions autres que Nuxt. Donc, Par contre, ce que vous avez proposé derrière, enfin ce que vous commencez à proposer, qui est de proposer des produits dans la même galaxie, donc je pense à Nuxt UI, je pense à Nuxt Studio, c'est ça comme exactement. C'est ça son nom, ouais. Nuxt Hub. Ouais. Alors je sais qu'il est pas, pour l'instant, il est encore. Est-ce qu'il est sorti officiellement d'ailleurs? Il est en public bêta, et je pense que début octobre il sort en public. Il est quasiment prêt. Hein. J'ai déjà des utilisateurs qui utilisent en production. C'est juste enlever le mot bêta maintenant. Ouais. Donc ouais, c'est cette stratégie en fait de créer des outils autour, de créer des SaaS. Pour le coup, je pense pas qu'il peut y avoir un mauvais accueil d'une communauté, parce que c'est un peu normal, tu produis des services supplémentaires qui eux ont une autre valeur, hein, typiquement c'est Nuxtub, c'est pas du hosting, je sais pas comment le décrire, tu le décriras mieux que moi, mais ouais, enfin tu comprends assez bien pourquoi tu payes, quoi. Ouais, en fait le plus dur c'était pas de faire un Nux Pro, c'était de garder le cœur de Nux gratuit, aussi puissant qu'il était actuellement, continuer de le développer. On a un système de modules, plugins dans Nuxt,
on appelle ça des modules dans Nuxt, pour étendre les capacités du framework. Et Nuxt Content était un des premiers modules qu'on a travaillé avec l'entreprise, en tout cas, où j'ai investi dedans, pour la partie Markdown, étant donné qu'on fait énormément de documentation. Je voulais... Donc ça, c'était plus quelque chose que j'avais besoin. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important par la suite de comprendre quand on fait du business, c'est de comprendre ce que aussi veulent les utilisateurs, pas juste soi. Mais à l'époque, les utilisateurs, ce qu'ils voulaient, c'était juste un audit de performance, et j'avais pas forcément les compétences pour faire un Snyk ou un Sentry, ce genre d'outils qui font déjà très bien le travail. Donc je me suis dit, moi au quotidien, j'ai énormément de documentation, beaucoup de modules à maintenir, déjà faisant un super CMS, Git-based CMS localement, et par la suite donnez-moi une interface pour que je puisse éditer toutes mes documentations, idéalement pour que tous mes contributeurs puissent éditer la documentation, même sur un mobile, avec un éditeur de texte non code, enfin visuel, et qui puissent contribuer à faire des pull requests. Ça, c'est la vision de Studio. C'est vraiment ouvrir, que ce soit partie documentation ou même partie marketing, puisque l'avantage de commencer avec un CMS localement, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer un compte quelque part, il n'y a pas besoin d'avoir une connexion Internet. Les fichiers, ils sont à côté de mon code, dans un dossier, content avec du Markdown, du YAML, du JSON. J'ai mes backups, parce que c'est commit sur Git, j'ai tout l'historique, je sais qui a modifié quoi, j'ai les différences. Franchement, c'est parfait. Mais la production, si je veux donner accès à mon équipe marketing ou design, je suis bloqué parce que je vais devoir leur dire d'installer Node, déjà pour commencer sur leur ordinateur, ouvrir un terminal. Alors jusqu'au jour où Nuxt a une application desktop où on peut double-cliquer et avoir un projet, ce aurait été plus compliqué de faire cette application-là que leur donner juste une adresse pour éditer. Et j'avais pas envie de partir sur l'utilisation d'un CMS externe, parce que quand on est un développeur, on voit tous les avantages du Git-based CMS, ne pas avoir géré de base de données. Et donc on est parti sur ça comme premier produit, puisque c'était le premier produit qui me paraissait, on va dire, logique. Et donc c'est comme ça que Nuxt Studio est apparu. Je vais revenir sur le sujet de... je l'ai un peu dit en intro. Moi, ça m'intéresse de comprendre... T'es CEO, mais en même temps, t'es CTO. Enfin, c'est normal, ouais. On est souvent multi-casquette dans une boîte comme ça. Moi, j'ai été CTO dans une boîte, on va dire, entre guillemets, traditionnelle. Alors, traditionnelle, c'est un peu bizarre de dire ça. Au final, au début. Ouais, donc, c'est un peu bizarre de dire traditionnel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en gros, je recrute des gens, on se dit, on va dans une direction, et après, ça roule, quoi. Bon, je simplifie. Ouais. Là, toi, tu gères un projet open source. Donc, comment est-ce que... c'est quoi justement l'expérience de quelqu'un qui est CTO dans une boîte où finalement une partie de ta communauté, elle est entre guillemets autonome? Comment tu fais pour donner la direction, coordonner un effort? C'est tout ça, un ensemble de choses qui sont quand même assez complexes. En tout cas, de mon point de vue, là, comme ça, en étant très loin, je me dis ça, quoi. C'est le bordel. C'est le bordel, puisque moi j'ai découpé quand même la partie open source et la partie produit. Dans la boîte, je donne énormément de liberté à la team open source, qui sont 3 principalement. On a Pouya, Parsa, Anthony Fou et Daniel Rowe qui travaillent. Il y a un lead de chaque partie, et il y a beaucoup de maintenance, et après on se met d'accord sur la vision de la prochaine major. Mais on a quand même fait un énorme travail d'innovation. Là, c'est... garder les mêmes performances, améliorer l'expérience développeur, mais pour la partie open source, déjà c'est de la maintenance, on va dire. C'est la vision, on va dire que dans l'open source, ça se fait un peu... comment l'expliquer? C'est presque une idée sur le moment donné, on dire mais si on pouvait faire ça. C'est difficile de dire on va aller atteindre tant de stars, on va avoir tant de téléchargements. C'est beaucoup d'inspiration sur le moment, on teste quelque chose où il y a un problème et on va le résoudre. Donc quelqu'un qui nous a dit ça, est-ce que c'est possible ou pas, et ça nous donne des idées à développer. Le Nuxt, on n'a jamais eu on va dire une roadmap claire de on va rajouter le pré-rendering là, on va rajouter ça plus tard. On a plein d'issues, plein de problèmes, et ça nous donne des idées de plein de solutions potentielles qui peuvent être ajoutées. Et après Après, ça s'implémente en fait par ordre de temps et d'envie, souvent. Alors, moi, ce que j'aime quand même sur Nuxt, c'est que justement, c'est pas le bordel non plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même une direction qui est mise. Je te donne un exemple. Je sais que vous avez fait un effort assez important pour sortir tout un ensemble de librairies
j'ai une connerie qui s'appelle Node.js, c'est ça? Ouais. Enfin, c'est un bordel cohérent. C'est une sorte d'ombrelle pour mettre Nitro, pour mettre oui. tout un tas d'autres en fait, c'est toutes les pièces détachées de Nuxt. Ce sont des librairies qu'on a mises en open source, et comme on voulait pas dire que c'était que pour Nuxt, on a créé une organisation qui s'appelle Node.js, qui possède toutes les pièces détachées de Nuxt. Donc n'importe quel autre framework peut utiliser ces pièces détachées pour construire son framework, ou si vous avez un projet que vous utilisez, vous avez besoin de quelques librairies, c'est un peu comme Sendresaurus qui a créé plein de petits packages NPM. C'est un peu similaire. On a un package pour améliorer Fetch, on a un package pour gérer les URL, pour faire des jointures, on a vraiment plein de paquets, je crois qu'on a 150 paquets. Donc c'est... Et donc ça, quand au sein du projet Nuxt, vous vous dites on a envie de faire ce découpage-là, on a envie de décorréler les deux. Alors si j'ai compris aussi, c'était aussi pour simplifier les futures migrations Nuxt 4, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'explique, je sais pas, dans un post de blog sur la communauté elle-même? Est-ce que c'est au contraire, c'est que au sein de l'équipe core? Est-ce que, enfin, tu vois, comment tu gères la communication là-dessus? Ça aurait pu être un post de blog, en effet, pour expliquer. C'est juste que la communication n'a pas forcément été toujours la plus fluide selon le maintainer du framework, puisqu'en tant que développeur, c'est comme écrire la documentation, on est souvent tiré par le code directement, plutôt que documenter ou écrire un article. Donc il y a beaucoup de choses malheureusement qui n'ont pas été expliquées, de pourquoi on a fait les choses. On en a beaucoup discuté nous en interne, on communique beaucoup ensemble entre core team de Nitro, de Nuxt, de la part des maintainers Node.js et Nuxt. On fait des team meetings toutes les semaines pour expliquer quand même quelle direction, quelles sont les priorités du framework, donc de Nuxt, l'écosystème Nuxt, donc que ce soit les modules ou le framework et la partie Node.js. Mais on oublie de prendre ce temps, juste de prendre ce contenu, ce qu'on se dit, pour l'expliquer à la communauté. Donc j'essaye petit à petit de les forcer à écrire des blog posts, parce que c'est de la connaissance qui mérite d'être partagée. Ouais. Oui, 100%. Ok, là-dessus, je suis un grand partisan de l'écrit, donc je sais que c'est crucial. Et il faut prendre ce temps. Ouais. En fait, la question, j'ai déjà la réponse, mais j'ai envie de te la poser quand même. Est-ce que tu codes encore? Parce que tu sais, il y a un peu ce mythe de tu crées une boîte et après, au bout d'un moment, tu n'as plus le temps. Ouais. Que tu sois CTO ou CEO. Est-ce que toi, tu codes encore? Oui, je code encore. Et ça va beaucoup mieux depuis que je recode encore, en fait. J'ai eu l'impression, pareil, par mon manque d'expérience, et puis surtout en ayant beaucoup de personnes à manager, ça prend beaucoup de temps. Et donc, j'ai énormément diminué le code. Que je codais pas assez, mais que je devais faire du management. Et ça a été très dur, puisque moi, là où je m'épanouis, c'est de coder et d'expliquer ce que je code, donc sur le tweeter ou écrire des petits articles dessus. Et c'est comme ça que je donne aussi ma vision, via le code. Et c'était beaucoup plus difficile pour moi, en fait, de sortir de ça. Donc, par contre, j'aime énormément donner des idées et voir les personnes développer ces idées. C'est ce que j'ai fait avec Anthony Fou, par exemple, et la DevTools, ou Benjamin qui a créé Nuxt Content. Donc, c'est prendre le temps avec cette personne, faire le README principalement, à quoi ça doit ressembler, et laisser full autonomie à cette personne. Mais pour le produit à développer, le produit cloud, là, par exemple, avec NuxtHub, j'avais besoin, moi, de le développer pour y croire aussi profondément. Donc oui, maintenant je recode. Mais en effet, c'est un peu en dehors des horaires classiques de travail. Je vais aller coder le soir quand tout le monde est hors connecté sur Slack, quoi. Est-ce que ça existe, des horaires classiques de travail, quand on gère un projet open source qui, j'imagine par nature, non. En fait, il y a des gens qui contribuent à toutes les heures, quoi. Ouais. Donc du coup, je me demande si ça existe vraiment. Alors dans l'open source, non, c'est tous les matins, il y a les notifications des gens... Des time zones différentes, mais je tends à regarder les notifications open source en fin de journée, parce que c'est donc passionné aussi de l'open source. En fait, t'as juste envie d'aider les gens à résoudre leurs problèmes, parce que déjà tu t'attends pas à ce qu'ils aient un problème avec ton outil, et s'ils rencontrent un problème, t'as envie de l'aider instantanément. Alors oui, des fois c'est juste parce qu'il a pas lu la documentation, mais la solution c'est pas juste dire lis la documentation, c'est comment on peut faire en sorte qu'il puisse avoir accès à cette info plus facilement. Si en effet, des fois en effet, il y a des gens qui créent des issues parce qu'ils ont envie de créer des issues, mais souvent c'est des gens qui ont rencontré un problème, qui sont allés faire la démarche de faire une reproduction,
et instantanément ça prend le dessus. Donc maintenant je le fais en fin de journée parce que tu réponds à une issue, ça peut te prendre 1 heure, mais des fois ça peut te prendre 3 heures. En fait, la journée elle passe ultra vite et tu as passé juste une journée à faire un peu de maintenance et tu avances pas vers la vision que tu as essayé de planifier. C'est très difficile de jongler entre l'open source et la vision business. Et justement, on va arriver un petit peu sur la fin. C'est quoi les prochaines étapes? Je sais pas si tu as un plan à 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas combien, mais c'est quoi les prochaines étapes pour Nuxt et pour toi d'ailleurs? Alors, les prochaines étapes pour Nuxt, supporter React. Non, on va rester sur du Vue. J'aime beaucoup trop Vue. Cependant, avec Nitro, on développe avec d'autres frameworks le support d'un Nuxt-like pour les autres frameworks front-end. Mais pour Nuxt, on va continuer d'améliorer les performances. On va avoir aussi le support de Vite, la nouvelle version de Vite, pour gérer les différents environnements. Donc, par exemple, Workerd, qui est l'environnement Edge de Cloudflare, pour l'avoir aussi en développement. Après, Pouya, qui travaille sur Nitro, a aussi d'autres idées, donc ça va aussi s'implémenter dans Nuxt. Je ne vais pas trop en divulguer, il y aura le blog post pour Nuxt 4. La partie business, moi je continue de développer Nuxt Hub, donc c'est la partie full stack que j'ai toujours voulu développer, étant donné qu'à l'époque, je te l'ai dit, je faisais du Node.js, du MongoDB, j'ai fait beaucoup de back-end, et j'ai envie d'apporter cette expérience back-end full stack dans Nuxt. Donc c'est ce que je développe avec Hub. Aujourd'hui, c'est limité à Cloudflare, mais ça me dérange pas parce que aujourd'hui, je suis ultra content de pouvoir faire un Nuxt Hub deploy. Ça déploie sur mon Cloudflare. Ça me coûte littéralement soit $0 par mois, ou soit quand je commence à avoir plus d'apps, $5 par mois. Et je peux avoir autant d'applications que je veux. Avec rendu côté serveur, une base de données, en fait, je me dis, mais je suis ultra content d'avoir aujourd'hui un outil comme ça qui ne me surcharge pas non plus les coûts. J'adore Vercel, j'adore Netlify, mais il se gave par rapport à ce qu'il m'offre en retour sur le fait d'avoir des applications. Là, j'ai un service qui va me permettre d'avoir des applications full stack, donc je veux donner cette force en fait à n'importe quel développeur, indie hacker ou startup de pouvoir créer leurs produits entièrement avec Nuxt et le déployer sans se soucier de la scalability, et ça tourne du coup en moins de 200 millisecondes partout dans le monde. J'ai été fan de Edge depuis qu'on commence à faire Nuxt 3, et là je développe enfin un produit qui permet de démocratiser l'utilisation du Edge à tous les utilisateurs Nuxt. Donc j'avoue, c'est que le début pour la partie Hub, on va dire, de Nuxt. Et comme Hub aussi est basé sur Nitro, potentiellement ça peut aussi s'ouvrir à d'autres frameworks type Solid Start, Tanstack Start qui est basé sur React, Analog.js pour Angular. Mais pour l'instant je suis focus très Nuxt parce que c'est mon bébé et d'abord c'est ma communauté que je veux aider. Ok, super. Écoute, merci beaucoup. Moi, un thème récurrent que j'essaye de mettre en avant, ce sont des techs qui ont été au-delà de la tech, dans le sens où il y a eu une vision un peu, créer une boîte, créer un projet open source, à qui ça peut servir, comment ça peut servir, etc. Donc voilà, je suis très content de t'avoir eu pour cette discussion, parce que je trouve que tu illustres assez bien ça. T'es une personne qui a été un peu plus loin et qui a eu tout un cheminement pour créer Nuxt et pour en faire un super projet open source qui marche. Donc, merci à toi. Merci à toi pour cette interview. Petite question un peu bonus. Est-ce que c'est cool de faire une boîte en étant au bord de la mer à Bordeaux? D'être à 1 heure de la mer. Oui, mais j'ai mes parents qui habitent vers Andernos. Du coup, on y va les week-ends. C'est très cool. Franchement, j'aime beaucoup, même si je suis plus quelqu'un de la Méditerranée. Non, c'est bien. Après, je peux regretter un peu de ne pas être sur Paris parce qu'il y a beaucoup plus d'événements, de meet-up dans la sphère open source qui se déroulent à Paris. Donc, même si je suis à 2 heures de train, c'est quand même difficile de faire l'aller-retour la journée avec des enfants. C'est à considérer, en tout cas. C'est sûr, c'est sûr. Eh bien, écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Et on se dit sur Twitter ou ailleurs, parce que de toute façon, moi, je te sollicite régulièrement pour aussi des questions. Et puis, si ta communauté ou les gens qui nous écoutent ont envie de m'écrire, mes messages privés sur Twitter sont ouverts, donc n'hésitez pas, c'est avec plaisir que je peux discuter avec vous. Bon, et il plaisante pas, hein. Sébastien est très accessible. Maintenant, évidemment, l'idée, c'est qu'il gère un projet open source qui est quand même énorme, donc essayez d'utiliser plutôt les canaux normaux sur GitHub. En tout cas,
super content d'avoir pu recevoir Sébastien ici. J'espère que son histoire, qui mélange création d'entreprise et open source, vous a inspiré. Voilà, je sais que le format interview, c'est pas celui qui fonctionne le mieux sur cette chaîne, et sur YouTube souvent d'ailleurs. D'ailleurs, si vous faites partie des personnes qui sont encore en train de regarder la vidéo, vous faites partie de la team 20%. Voilà. Malgré tout, je continuerai quand même de proposer de temps en temps ce format pour que vous puissiez découvrir un peu des personnes comme Sébastien. Et j'espère que certains d'entre vous vont en tirer assez pour se lancer à leur tour. Voilà, ça c'est un peu mon souhait. Bon, allez sur ce, vous pouvez retourner à l'activité normale. Bye.